Lorsqu'un testament disparaît dans le mauvais dossier, des secrets refont surface. Bienvenue au Conte policier, je suis votre hôte, Théo. Laissez un commentaire ci-dessous, j'aimerais savoir d'où vous nous écoutez. Votre présence est essentielle. Le ciel au-dessus de Saint-Martin-les-Medes était d'un bleu complaisant, de ceux qui laissaient entendre que rien de fâcheux ne pouvait jamais se produire sous lui. Par un jour pareil, il était presque difficile de croire à des choses désagréables comme le scandale, la cupidité ou le meurtre. Les pelouses de Grayson House, la plus imposante demeure du village, étaient fraîchement tondues, parsemées de nappes de pique-nique, de banderoles et du bourdonnement de bavardages joyeux. La fête annuelle de la Saint-Martin battait son plein, et de toute évidence, elle était un exemple d'harmonie rurale. Sous un chapiteau bordé d'hortensias et de banderoles de dentelle, Miss Jane Marple sirotait son thé. Elle était assise au bord de l'assemblée, à moitié cachée par un rhododendron en pot et totalement indifférente au manque d'attention. Un grand chapeau de paille ombrageait ses traits doux et ailés. Elle portait une robe lavande pâle et ses mains, soigneusement jointes sur ses genoux, restaient immobiles, à l'exception de quelques mouvements occasionnels pour lever sa tasse. « Bien sûr, ma chère, tu sais comment ça se passe, » disait Madame Lestrange, quelque part derrière elle. Le vieux Lionel Grayson avait toujours un pied dans la tombe et l'autre dans la bouteille. Je suis étonné qu'il ait tenu si longtemps. J'ai entendu dire qu'il avait fait rédiger un Nouveau Testament le mois dernier. Intervint la femme du pasteur d'une voix plus basse, mais pas assez pour échapper à l'oreille de Miss Marple. La fille du notaire, celle de Little Ledbury, elle l'a laissé filer à ma cousine qui travaille à la poste. Miss Marple, bien qu'apparemment absorbée par le va-et-vient d'une abeille dans les pétunias, n'en perdit pas une syllabe. Grayson House avait été autrefois un lieu noble, colonne de pierre, lierre, longue allée de gravier. Mais elle était tombée en ruine depuis le retour du colonel Lionel Grayson d'Inde, il y a une quarantaine d'années, veuf, amateur de whisky et sujet à des rumeurs de scandale impliquant une gouvernante. On l'avait retrouvé mort dans son bureau 3 jours plus tôt, affalé dans son fauteuil de cuir, à côté d'un verre de cognac à peine touché. Cause naturelle, avait dit le médecin. L'homme était vieux et débauché. Pourtant, la fête continua par tradition, ou peut-être par convenance. On n'annulait pas les événements à Saint-Martin-les-Medes simplement à cause d'un décès. Ce serait mélodramatique. Miss Marple, cependant, éprouva un sentiment différent. Cela commença, comme souvent, par un léger pincement, comme un fil qui pendait dans un pull. On le remarquait à peine au début, mais il suffisait de tirer légèrement dessus, et le vêtement tout entier commençait à se défaire. Le pincement ne venait pas de la mort de Lionel elle-même, mais de l'expression de ceux qui l'entouraient, en particulier de la jeune Emily Brent, une jeune fille de 19 ans aux yeux brillants, pupille du colonel Grayson. Elle portait une robe rose pâle et souriait poliment à chacun, mais ses doigts tremblaient légèrement en faisant circuler les assiettes de scone. Plus que du chagrin, Miss Marple voyait de la peur. « Elle a l'air fatiguée », dit Madame Banbury-Scott, apparaissant à côté de Miss Marple avec une assiette de gâteau de fée. « Pauvre enfant, elle a perdu son tuteur, et maintenant tout le village spécule sur l'héritage. Une affaire affreuse, vraiment. » Miss Marple leva les yeux. « Specular? Mais tout lui a sûrement été légué ?» Madame Banbury-Scott eut un petit reniflement significatif. « Pas selon l'Ancien Testament. La maison, les fonds, même l'armure antique, tout devait revenir au neveu de Lionel, Julian Grayson. Seulement, personne ne semble pouvoir retrouver le Nouveau Testament. Celui qui a été, comment a dit le notaire, récemment et malheureusement égaré. » « Égaré ?» répéta Miss Marple d'une voix douce. Des acclamations s'élevèrent du terrain de croquet, couvrant momentanément leur conversation. Des enfants passèrent en trottinant, les doigts collants et des rubans Vichy dans les cheveux. C'était une journée chaude et ensoleillée, et la mort, surtout celle impliquant des questions de légalité et de succession, n'avait pas le droit de s'immiscer. Et pourtant, elle l'a fait, car à peine une heure plus tard, alors qu'on débarrassait les derniers sandwichs et qu'on annonçait les prix de la tombola,
un cri retentit dans l'aile ouest de Grayson House. Il venait d'Emily Brent, sa robe rose maculée de poussière, le visage pâle comme du lin. « Le bureau !» s'écria-t-elle en titubant dans le jardin tandis qu'une foule se rassemblait. Le tiroir, on l'a cambriolé. En quelques minutes, la fête se transforma en un tourbillon de cris et de courses. On fit venir l'agent de police. Les invités marmonnèrent, restèrent bouche bée et spéculèrent. Et Miss Marple, toujours assise dans le même fauteuil en osier, baissa les yeux sur son thé intact. « Curieux », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. « Très curieux ». Elle savait, bien sûr, que les meurtres s'annonçaient rarement par le sang ou le spectacle. Parfois, tout commençait par un événement aussi anodin qu'un tiroir forcé et un testament manquant. Saint-Martin-les-Mead était un village particulièrement doué pour deux choses: organiser des fêtes et répandre des ragots. À la tombée de la nuit, à peine les banderoles avaient-elles été retirées que chaque cottage et chaque cuisine, de la place au pont du canal, bourdonnait de théories, de soupçons et de ce que Madame Larche, de la boulangerie, appelait délicatement conjectures délicates. Miss Marple, quant à elle, était retournée dans son cottage recouvert de lierre au bout de Church Lane, où une théière de camomille l'attendait sur le buffet et où son chat tigré, Bastable, la regardait avec un désintérêt digne. Elle prenait son thé en silence, passant en revue les bizarreries de la journée comme on épluche des patrons de tricot, cherchant des accrocs, des défauts et des mailles manquantes. Un testament manquant. Un tiroir cassé. Le visage pâle d'une jeune fille à une fête de village. Curieux, en effet. Au matin, l'ambiance au village avait changé. La nouvelle était parvenue à tous les relais habituels. Le bureau de poste de M. Price, le pub Green Lion, le presbytère, bien sûr, la minuscule bibliothèque où Mademoiselle Harmon, femme d'une bienséance exceptionnelle et d'une mémoire défaillante, avait été entendue chuchoter au jeune curé contrefaçon et bénéficiaire secret. Mademoiselle Marple, qui se rendait habituellement chez l'épicier, fut arrêtée pas moins de 4 fois en chemin. « C'est l'argent, n'est-ce pas ?» marmonna le major Penaligon devant la boucherie en jouant avec son col. Le vieux Grayson a modifié son testament, et quelqu'un l'a volé. J'ai toujours dit que Julian Grayson était un peu trop sage à mon goût. Madame Lestrange, passant dans sa Maurice Minor, ralentit juste assez pour crier. Croyez-moi, Miss Marple, quelqu'un se mêle de cet héritage. Émilie était censée être l'héritière, mais maintenant Julien se promène furtivement comme s'il était le propriétaire. Louche. Chez l'épicier en personne, M. Willet, se pencha sur son comptoir avec délectation. J'ai vu l'agent de police fouiller Grayson House ce matin. Il avait cette expression sur son visage, celle qu'il a quand il ne sait pas ce qu'il est censé chercher. Peut-être, dit Miss Marple d'un ton léger en acceptant son paquet de raisins secs, cherche-t-il quelque chose qui devrait être là et qui n'y est pas. Monsieur Willet cligna des yeux. Eh bien, oui. Le testament. Miss Marple afficha son doux sourire habituel, n'ajouta rien et rentra chez elle. En début d'après-midi, le vicaire, le révérend Lionel Cotham, arriva au cottage de Miss Marple, essoufflé et embarrassé à la fois. C'était un homme maigre et sérieux d'une 40aine d'années, doté d'une sincérité morale, mais affligé d'un manque total de subtilité. « Ma chère Miss Marple, commença-t-il, je me demandais si vous pourriez m'écouter une oreille attentive. Bien sûr. » Elle le conduisit au salon et lui servit une seconde tasse de thé. « Je suis toujours heureuse d'écouter, » dit-elle. « C'est la pauvre Émilie, soupira-t-il. Elle a demandé à me parler ce matin. Elle est terriblement bouleversée, non seulement par la mort du colonel Grayson, mais aussi par les insinuations. On murmure déjà qu'elle a tout mis en scène. Oh, comme c'est opportun que le testament ait disparu, disent-ils. Terriblement merchant. Et que vous a-t-elle dit? Demanda Miss Marple en remuant sonte pensivement. Qu'elle sait qu'il existe un Nouveau Testament. Le colonel Grayson le lui a dit lui-même il y a une semaine seulement, affirmant qu'il avait tout réglé. Elle a dit qu'il avait promis qu'on s'occuperait d'elle. Mais maintenant,
Le notaire affirme que la seule version dans ces dossiers est l'ancienne, désignant Julian comme unique héritier. En effet, elle jure avoir vu le Nouveau Testament, enfin, l'enveloppe du moins en l'aidant à ranger le bureau. Mais il a disparu maintenant. Et le tiroir du bureau où il était conservé a été forcé. La serrure était assez ancienne, apparemment. Facile à manipuler. Miss Marple hocha légèrement la tête. « Et Julian Grayson ?» demanda-t-elle. « Il est arrivé de Londres hier, juste avant la fête. Il n'a pas semblé surpris par son décès, ni particulièrement affligé. Il a prétendu y être préparé, quoi que cela veuille dire. » Curieux. Le vicaire se pencha en avant. « Mademoiselle Marple, j'espère ne pas exagérer, mais j'espérais plutôt que vous pourriez, eh bien, observer les choses. Vous avez le don de remarquer les petites vérités qui nous échappent. » Les yeux de mademoiselle Marple pétillèrent légèrement. « Vous êtes aimable, révérend, mais je suis certain que le gendarme gère la situation avec compétence. » Il hésita, puis ajouta. Émilie dit que Julian s'est disputé avec le colonel la veille de sa mort. Des voix se sont élevées. Une histoire d'argent, mais elle n'a pas tout saisi. Mademoiselle Marple Serrasit, laisan la conversation secame. Dispute, document manquant, une mort soudaine et opportune. Elle offrit un biscuit au vicaire, et ils n'en dirent plus rien. Plus tard dans l'après-midi, Mademoiselle Marple se rendit à Grayson House sous prétexte de rendre une paire de gants qu'Emily avait laissés à la fête. La gouvernante, Madame Fenimore, une femme sévère à l'esprit soupçonneux et souffrant de rhumatisme au genou, ouvrit la porte. « Je suppose que vous êtes venu constater le désordre par vous-même, » grommela-t-elle en s'essuyant les mains sur son tablier. Entre la police et le notaire, ce pauvre bureau a été retourné comme un sous-neuf. Miss Marple lui adressa un signe de tête compatissant. C'est toujours agaçant quand quelque chose semble perturbé. Madame Fenimore la fit entrer en soupirant. C'est un mot pour dire. Je suis avec le colonel depuis près de 30 ans. Ce n'était pas un ange, Dieu l'a béni, mais il ne méritait pas ce cirque. Ils passèrent devant le salon, où Julian Grayson était allongé dans un fauteuil, lisant le Times. Il adressa un bref hochement de tête à Miss Marple, un coin de sa bouche esquissé en un demi-sourire. « Miss Marple, c'est ça? Mon oncle parlait souvent de vous. Il disait que vous aviez un talent étrange pour les petites interventions. Vraiment? J'espère qu'il était gentil. » Julian ricana, mais son rire était un peu mordant. « J'imagine que oui. C'est quand même un peu lassant, non? Rumeurs, journaux disparus, le village va en parler pendant des semaines. »« J'imagine, » murmura Miss Marple. Même si la plupart des rumeurs contiennent un brin d'utilité, sinon la vérité, du moins une intuition. C'est ça que vous cherchez, Miss Marple, une intuition. Son sourire était plus vif. Ou simplement du thé et des ragots. Elle pencha la tête. Eh bien, les deux, je pense. Alors que Julian retournait à son journal, Émilie entra dans le hall. Elle paraissait plus maigre qu'avant, le visage crispé par l'inquiétude. En voyant Miss Marple, son sang-froid s'adoucit. « Oh, merci pour les gants. Je n'avais même pas remarqué. » Miss Marple lui prit doucement la main. « Je suis vraiment désolée, ma chère. Vous avez passé un moment épouvantable. J'espère que vous me laisserez bientôt vous rendre visite. On pourrait peut-être discuter tranquillement. Vous ne devez pas porter tout ce poids toute seule. » Émilie hésita, puis hocha la tête. « Demain? » « Demain » acquiesça Miss Marple. En sortant, elle passa devant le bureau. La porte était entr'ouverte. Elle marqua une courte pause. À l'intérieur, le bureau était ouvert, son contenu éparpillé. Une photo d'un colonel Grayson beaucoup plus jeune se trouvait parmi les papiers, à côté d'une petite sculpture indienne d'éléphant, étrangement intacte au milieu du désordre. Miss Marple assimila tout, le détail à peine plus qu'un murmure à son œil exercé. Quelque chose n'allait pas. Pas dramatiquement, juste un point de côté. Elle poursuivit sa route dans la chaleur de l'après-midi, le pas mesuré, les pensées s'emballant.
Demain apporterait plus que du thé et des gants. Demain, soupçonnait-elle, apporterait des réponses. Mais pas avant que le village n'ait murmuré quelques histoires supplémentaires au vent. La brume matinale planait bas sur Saint-Martin-Esmide, ondulant doucement entre les cheminées et les murs de pierre comme un souffle incertain. À 9h10 précise, Miss Marple sortit de sa chaumière, son panier soigneusement garni d'un torchon propre, et se dirigea vers Grayson House. Pas de détours inutiles cette fois-ci, pas de visite au presbytère, pas d'arrêt poli à la poste. Aujourd'hui, elle avait un rendez-vous. Emily Brent ouvrit elle-même. Son regard était plus clair que la veille, mais ses mains se tordaient encore nerveusement sur le bord de son cardigan. Je suis si contente que vous soyez venu, dit-elle en introduisant Miss Marple dans le salon. J'ai l'impression que personne ne m'écoute. Ils pensent tous que je dramatise. Pas du tout, ma chère, répondit Miss Marple en s'installant dans un fauteuil en chintz avec une efficacité discrète. Tu as été très courageuse. Et quand on sait que quelque chose ne va pas, mieux vaut ne pas se laisser réduire au silence. Émilie esquissa un léger sourire à l'utilisation de ce mot. Tu crois vraiment que quelque chose ne va pas? Je veux dire, pas seulement un document manquant. Quelque chose de pire? Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. Je pense, Émilie, que les gens prennent rarement la peine de forcer un tiroir, à moins de croire que son contenu est très important. Et si ce contenu disparaît comme par hasard juste avant la mort d'une personne? Eh bien, c'est un phénomène qu'on voit plus souvent dans la vie que dans la fiction. J'en ai peur. Émilie baissa les yeux. Julien est ici en ce moment. Il a dit que c'était ce que le colonel aurait voulu. Mais je crois qu'il cherche quelque chose. Miss Marple pencha la tête. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il est resté tard dans le bureau. Je l'entends depuis le couloir, les tiroirs s'ouvrent, les papiers froissent. J'ai demandé à Madame Fenimore, et elle m'a dit qu'il se levait toujours tôt aussi. Je crois qu'il cherche. Lui avez-vous parlé du Nouveau Testament? Emily hésita. Oui, il rit. Il dit que j'avais du mal à comprendre, que l'oncle Lionel n'était jamais doué avec les mots. Mais il avait les yeux plissés, si ça vous dit quelque chose. Et hier soir, je l'ai vu brûler quelque chose dans la cheminée. Miss Marple ne broncha pas, mais cligna lentement des yeux. Quel genre de chose? Je ne sais pas. On aurait dit du papier. Il avait le tisonnier à la main quand je suis entré. Il a dit que c'était juste de la vieille correspondance, mais il était surpris, trop surpris. Je vois. On frappa à la porte, et Madame Fenimore apparut, le tablier taché de farine. Mademoiselle Marple, voulez-vous un peu de thé, peut-être? Ou quelque chose de plus fort? Tout le monde dans cette maison semble nerveux, et ce n'est pas seulement à cause de la chaleur. Du thé serait délicieux. Merci. Tandis que la gouvernante disparaissait dans la cuisine, Émilie se pencha en avant. J'ai réfléchi. Il y a un petit registre que mon tuteur tenait, il y écrivait tout. Rendez-vous, factures, même les rappels pour envoyer des cartes de Noël. Il le gardait toujours sous clé dans le tiroir du haut de son bureau. Je me demande si c'est ce que Julien recherchait. Les yeux de mademoiselle Marple s'illuminèrent. C'est exactement le genre de choses que la plupart des gens négligeraient, mais qui pourraient s'avérer très éclairantes. Seulement, fronça Émilie. Je l'ai cherché moi-même hier. Après le départ de l'agent, le tiroir a été vidé. Mademoiselle Marple ne répondit pas immédiatement. Elle se pencha, ouvrit son sac à main et en sortit un petit bloc-notes. D'une écriture délicate et précise, elle nota « Registre manquant. Tirewar Force. Recherche nocturne. Papier brûlé. » Au bout d'un moment, elle leva les yeux. « Émilie, savez-vous par hasard qui a rédigé le Nouveau Testament? » « Oui, Monsieur Hargreave, de Ledbury. Il est venu ici il y a 3 semaines. Oncle Lionel l'a fait venir spécialement. Je leur ai préparé du thé moi-même. Alors je pense que je vais rendre visite à Monsieur Hargreave. » Le trajet jusqu'à Little Ledbury n'était pas long, et Mademoiselle Marple préférait le bus, rien de tel que les transports en commun pour recueillir des bribes de conversation. 1 heure plus tard, elle arrivait devant les bureaux bien rangés en briques rouges du cabinet Hargreave et Bellamy, Solicitor.
M. Hargreaves était un homme grand et sec, avec une barbe aussi fine qu'un fil de fer saupoudré de neige et une façon précise de tapoter son stylo-plume. Je me souviens bien du colonel Grayson, dit-il après que mademoiselle Marple se soit présentée et ait expliqué la raison de sa visite. Un gentleman plutôt énergique, mais parfaitement lucide. Oui, j'ai rédigé un Nouveau Testament pour lui moins de 3 semaines avant sa mort. Et il désignait mademoiselle Brent comme héritière. Hargreaves ajusta ses lunettes. En effet, il remplaçait le testament précédent, qui léguait tout à son neveu. Le colonel Grayson était très ferme. Il a dit que Julien était un goujat égoïste et qu'Émilie avait été sa seule vraie famille pendant des années. Et qu'est-il advenu du document? J'ai fourni l'original au colonel et j'en ai conservé une copie pour mes archives. Ou plutôt, j'aurais dû. Mais quand j'ai vérifié hier, la copie avait disparu. Le front de mademoiselle Marple se fronça légèrement. Ma classe. C'est possible, mais plus probablement pris. Je me souviens avoir laissé le bureau ouvert brièvement le lendemain de la visite du colonel. Nous faisions nettoyer les moquettes. Quel malheur! Plus que malheureux, dit Hargreaves d'un ton sombre. C'est profondément irrégulier. J'ai commencé à examiner tous les dossiers sécurisés. Miss Marple hocha la tête. Merci, monsieur Hargreaves. J'apprécie votre franchise. Sur le chemin du retour, elle n'écouta pas les autres passagers. Son esprit était préoccupé. Le Nouveau Testament avait existé. Le colonel et l'avocat l'avaient tous deux clairement indiqué. Mais maintenant, les deux copies, l'original et le dossier, avaient disparu. Et pourtant, il n'y avait aucune preuve. Aucun témoin des activités nocturnes de Julien, aucune ébauche du document. Aucune preuve tangible, seulement des fils. Pourtant, Miss Marple avait travaillé avec moi. De retour à Saint-Martin-Esmead, le pub Green Lion bourdonnait de voix plus fortes que d'habitude. Je vous le dis, dit Madame Lestrange à son partenaire de bridge, cette fille attendait juste que le colonel crève. Tout en douceur et en jupon de dentelle, mais croyez-moi, elle n'est pas si innocente. Vous pensez qu'elle a pris le testament? Demanda le major Penaligon, les sourcils haussés. Ou alors elle l'a inventé. Imagines! Dire aux gens qu'il y avait un autre testament et pas la moindre preuve. Et pleurer, en plus. Toujours les larmes qui accompagnent celui-là. Miss Marple, entrée discrètement et assise près de la fenêtre avec un verre de limonade, ne fit aucun commentaire. Elle avait déjà entendu le même discours. Des accusations lancées comme des fléchettes par ceux qui craignaient le changement ou aimaient le scandale. Il était temps, pensa-t-elle, de chercher ailleurs. On cache souvent la vérité au grand jour. Alors qu'elle se levait pour partir, la porte s'ouvrit et l'agent s'y montra, les bottes boueuses et le visage crispé. « Miss Marple, dit-il en l'apercevant, puis-je vous dire un mot ?» Elle lui fit signe de sortir, où le soleil disparaissait déjà derrière la colline. « C'est Madame Fenimore, dit Sim à voix basse. Elle a signalé la disparition de quelque chose dans l'armoire à linge de l'étage. Une vieille boîte en fer blanc, fermée à clé. Elle dit que le colonel y rangeait des papiers personnels. Elle a été volée. Volée? Quand? Elle pense à hier soir. Julian Grayson avait des invités. Des amis de Londres. Ils ont bu jusqu'à tard. Je vois, dit Miss Marple en plissant légèrement les yeux. Encore une boîte disparue. Encore une pièce du puzzle arrachée. Et pourtant, même les voleurs négligeaient certaines choses, des choses qu'ils croyaient sans importance. Des choses que seule une personne comme Miss Marple pouvait voir. Elle leva les yeux vers la maison sur la colline. « Je crois que je reviendrai demain, dit-elle doucement. J'apporterai peut-être un pot de marmelade. Les gens sont toujours tellement plus bavards avec de la marmelade. » Les indices étaient minces, et l'air se faisait plus dense. Mais Miss Marple le savait, quand des choses commencent à disparaître, ce n'est pas toujours l'objet qui compte, mais ce que le voleur suppose qu'il contient. Demain, elle testerait une théorie. Et si ses soupçons étaient fondés, le prochain secret ne tarderait pas à tomber. Le lendemain matin,
Le village s'était installé dans ce silence étrange qui accompagne un scandale non résolu. L'air était lourd de jugements non exprimés. Les rideaux étaient tirés plus fréquemment, les conversations coupées à l'approche des pas, et les spéculations fermentaient dans chaque salon comme un pot de vin de prune qui a tourné. Miss Marple, ponctuelle comme toujours, retourna à Grayson House avec un petit paquet enveloppé dans du papier craft et de la ficelle. Emily Brent l'accueillit à la porte avec un sourire las. Ses yeux étaient cernés par le manque de sommeil. « Je vous ai apporté un petit quelque chose. Des douchements Miss Marple. De la marmelade maison. Des oranges de Séville. Assez piquant, parfait pour le choc. » Emily cligna des yeux, son expression s'adoucissant. « Merci. C'est gentil de votre part. Tout est ressenti, pas tout à fait réel depuis la fête. » À l'intérieur, la maison était aussi silencieuse qu'un mausolée. Une odeur de cire à la lavande flottait sur la rampe de l'escalier. Du salon parvenait un faible son de voix, des voix masculines, empreintes d'un ton plus sec et poli que le langage local. « Les amis de Julien sont toujours là, » dit Émilie d'un ton neutre. « L'un d'eux est avocat, je crois. L'autre possède une galerie. Il l'aide, c'est ce qu'il dit. » Miss Marple émit un son doux. Aider peut vouloir dire beaucoup de choses. Emily hésita. Il veut faire appel à un détective privé. Il dit que si je suis à ce point certaine qu'il existe un autre testament, alors je ne devrais pas m'opposer à une enquête en bonne et due forme. C'est très accommodant de sa part, murmura Miss Marple. Ils se dirigèrent vers la salle à manger où Madame Fenimore avait préparé le thé. La gouvernante avait vieilli pendant la nuit. Ses yeux étaient gonflés et elle se tenait avec une raideur nouvelle, incertaine. « Vous avez perdu le sommeil, Madame Fenimore ?» demanda doucement Miss Marple. « Je ne leur fais pas confiance, » dit-elle brusquement en versant du thé sans lever les yeux. « Julien et ses deux pans. Quelque chose cloche. Ils ont été dans la chambre du colonel, au grenier, et même dans l'armoire à linge. Et maintenant, la boîte a disparu. Je l'ai dit à l'agent, mais il a haussé les épaules et a dit que je l'avais probablement égarée. Qu'y avait-il dans la boîte, à votre avis? Des lettres, de vieux reçus, peut-être même des photos. Le colonel était du genre à garder les choses. Je vois. » Un silence s'installa, seulement rompu par le léger cliquetis des cuillères sur la porcelaine. Alors qu'ils terminaient leur thé, la porte s'ouvrit et Julien Grayson entra. Il était impeccablement vêtu d'une veste bleu marine et d'une cravate bleu pâle, les cheveux noirs plaqués en arrière. Derrière lui suivaient ses amis. Monsieur Alec Linton, le galeriste au teint blême et aux mocassins coûteux, et M. Crispin Val, grand, mince et perpétuellement amusé. « Mademoiselle Marple, » dit Julien en s'inclinant légèrement. « Un plaisir, comme toujours. » Elle sourit, mais ne dit rien. « Émilie, » continua-t-il, « Crispin et Alec ont proposé de nous aider à trier la succession. Je sais que vous tenez aux vieilles traditions, mais je pense qu'il est temps que nous abordions cette affaire comme des professionnels. » Émilie resta figée. « Je ne veux pas que des inconnus fouillent les affaires de l'oncle Lionel. Ce ne sont pas vraiment des inconnus. Alec le connaissait bien, et Crispin fait pratiquement partie de la famille. » Mademoiselle Marple intervint doucement. « De la famille, Monsieur Grayson? J'ignorais que le colonel avait encore beaucoup de parents après vous. » Le sourire de Julien se fit plus intense. « Crispin est un vieil ami. Son filleul, en fait. »« Ah, » dit Mademoiselle Marple. « Ce genre de famille. » Crispin Vale Essevenka. Il avait un charme de renard, tout en dents brillantes et en élégance décontractée. « J'espère que vous ne penserez pas mal de nous, Miss Marple. Nous essayons simplement d'alléger le fardeau du pauvre Julien. Lionel Grayson était un homme extraordinaire. Nous souhaitons tous que ses affaires soient réglées correctement. » Miss Marple inclina la tête. « Bien sûr. Mais je trouve que lorsque plusieurs personnes fouillent le même tiroir, les plus petites choses ont tendance à se perdre. Comme votre mythique Second Testament, » intervint Alec Linton en ajustant ses boutons de manchette. « Sans vouloir vous offenser, Émilie,
mais cela ressemble plutôt à un vœu pieux. Miss Marple vit le menton d'Émilie se contracter, ses yeux brillant d'une colère contenue. « Non, » dit Émilie avec une fermeté silencieuse. « J'ai vu l'enveloppe. Je me souviens du cachet. Oncle Lionel me l'a montré en personne. » Julien haussa un sourcil. « Et pourtant, personne d'autre ne l'a vu. Pas même Monsieur Hargreaves, apparemment. »« Ce n'est pas vrai, » intervint Miss Marple d'un ton calme. « Monsieur Hargreaves a confirmé avoir rédigé le Nouveau Testament. Mais la copie a disparu, tout comme l'original. » Julien vacilla. « C'est absurde. »« Vraiment ?» demanda mademoiselle Marple d'un ton léger. « Alors, peut-être nous autoriserez-vous, Émilie et moi, à jeter un coup d'œil au bureau du colonel. Il y a peut-être quelque chose qui a été oublié. » Julien hésita. Alec et Crispin échangèrent un regard indéchiffrable. « Je vous en prie, » dit enfin Julien. « Mais je vous préviens, il a été nettoyé. » Le bureau semblait différent maintenant. Stérile. Froid. L'odeur de fumée de cigare qui s'accrochait autrefois aux étagères avait été nettoyée. Le bureau, un impressionnant meuble en noyer avec des ferrures en laiton, était dressé tel un monument à l'ordre perdu. Mademoiselle Marple ouvrit chaque tiroir avec précaution, Émilie à ses côtés, l'observant. Il classait les choses par catégorie, chuchota Émilie. En haut à gauche pour la correspondance. En haut à droite pour le juridique. En bas pour les divers. Les tiroirs du haut étaient vides, à l'exception de quelques vieux buvards et d'un presse-papier en ivoire. Le tiroir du bas contenait du papier brouillon, un encrier desséché et un dessin d'enfant curieusement déplacé. Émilie fronça les sourcils. Ça devait être le mien. Je dessinais pendant qu'il travaillait. Miss Marple prit le dessin, un jardin, peut-être, et une grande maison carrée, et le mit de côté. Elle se dirigea vers les étagères, examinant les dos. Une étagère contenait des livres sur l'Inde, la passion du colonel Grayson. Une autre abritait de vieux registres de succession. Une troisième, curieusement, était presque vide, à l'exception d'un exemplaire du Thésaurus de Roget et d'un mince volume intitulé Réflexions sur l'obstruction légale. Miss Marple prit ce dernier et feuilleta les pages. Rien. Et pourtant, elle passa un doigt au fond de l'étagère et marqua une pause. Un creux, murmura-t-elle. Elle tapota. Une légère différence de ton. Creux, en effet. Un faux fond, murmura Émilie. C'est possible. Elle regarda de plus près. Là, une minuscule encoche près du coin. De ses doigts délicats, elle appuya. Le panneau bougea, d'un cheveu. Mais le compartiment était vide. Quelqu'un d'autre l'a trouvé en premier, souffla Émilie. Peut-être, dit doucement Miss Marple. Ou peut-être n'ont-ils jamais su qu'il était là. Quelqu'un aurait pu en retirer le contenu il y a longtemps, pour le mettre en sécurité. Elle remit le livre en place et se tourna vers le bureau. Là, juste sous l'ancien emplacement de l'encrier, elle aperçut un léger contour gravé dans le bois. Un rectangle, de la taille d'une enveloppe. Une pression, murmura-t-elle. Quelqu'un le conservait régulièrement là. Mais plus maintenant. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Le testament? Très probablement. Ils furent interrompus par le grincement d'une planche de parquet. Julien se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Fini vos investigations. Miss Marple s'est levée, souriant doucement. C'est toujours intéressant de voir comment les gens organisent leur vie. Tellement révélateur, vous ne trouvez pas? Dites-moi, dit Julien d'une voix soudain sèche, que suggérez-vous exactement? Oh, rien du tout, répondit Miss Marple. Simplement constater que parfois, l'absence est plus révélatrice que le présent. Elle le dépassa, les yeux fixés sur son visage. Émilie le suivit, serrant le dessin de l'enfant comme s'il s'agissait du dernier fragment de souvenir qu'elle pouvait conserver. Dehors, l'air était plus frais. Miss Marple marchait lentement, regardant le vent agiter les haies. Premier suspect, murmura-t-elle. Julian Grayson. Poli, trop empressé. Alec Linton. Méchant, vigilant. Crispin Valley. Charmant, peut-être trop charmant. Et pourtant,
Il y avait autre chose, quelqu'un qui n'était pas tout à fait sous les projecteurs. Miss Marple avait appris depuis longtemps que le meurtre ou la malice ne provenait pas toujours de la source évidente. Mais avant de pouvoir se tourner vers les coins tranquilles, elle devait écouter encore un peu les voix les plus fortes. Pour l'instant, les suspects défilaient à découvert. Mais le prochain indice, soupçonnait-elle, viendrait de quelqu'un qui n'avait presque rien dit. Le lendemain matin arriva dans le calme d'une bruine grise. C'était le genre de temps qui semblait tout ternir. Les couleurs, les humeurs et même les ragots. Mais à Saint-Martin-et-Smith, même les jours pluvieux ne pouvaient arrêter le flot silencieux des soupçons. Miss Marple était assise à son bureau, une tasse de Darjeeling faible à la main, les yeux fixés sur le dessin d'enfant plié qu'Emily avait inconsciemment sorti du tiroir du bas de la maison du colonel. Il était maintenant posé sur la table, à côté de son panier à tricot, ses bords froissés aplatis et soigneusement lissés. Elle avait demandé à l'emprunter sous un innocent prétexte de curiosité. Comme c'est charmant, ma chère. Tu étais une vraie petite artiste, mais en vérité, quelque chose l'avait agacée. Un détail légèrement de travers. Le dessin était simple. Une maison, grossièrement esquissée. Des arbres, un jardin et ce qui semblait être un chat se prélassant au soleil. Mais là, en bas à droite, presque effacée, se trouvait une petite forme carrée, ne faisant pas partie de la maison. Plutôt une boîte, un coffre-fort. Elle prit sa loupe et se pencha. Elle était plus sombre que le reste du tableau. Volontaire, presque cachée. Une impression d'enfant, peut-être, de quelque chose dont les adultes ne parlaient jamais. Mais les enfants, comme Miss Marple le savait bien, observaient tout, et comprenaient souvent plus que les adultes n'aurait jamais imaginé. Elle prit son carnet et nota une autre note. Le dessin pourrait indiquer un compartiment caché ou un coffre-fort. Peut-être dans un bureau ou un jardin. Comparez les plans. Juste à ce moment-là, un coup sec frappa à la porte d'entrée. Elle l'ouvrit et trouva l'agent Sim, l'air troublé, sa casquette à la main et de la boue sur son pantalon. « Pardon, Miss Marple, commença-t-il. Mais j'ai pensé que vous deviez savoir. Il y a eu un incident. » Elle s'écarta. « Entrez, cher garçon. Vous avez l'air à moitié noyé. Asseyez-vous et réchauffez-vous. » Il l'a fait avec une gratitude délicate, regardant son assiette de biscuits d'avoine avec intérêt. « C'est le presbytère, a-t-il dit entre les piqûres. Eh bien, pas exactement. Vous vous souvenez des deux amis de M. Grayson, Linton et Val? Bien sûr. Eh bien, Linton est retourné à Londres. C'est parti soudain hier soir. Pas d'annonce, pas d'adieu. En effet, oui. Et Val, toujours à Grayson House. Jouons le charmant invité. Mais Madame Fenimore jure qu'elle entendit les deux se disputer dans le couloir. Quelque chose d'être laissé de côté et une promesse qui ne soit pas tenue. Mademoiselle Marple a hoché la tête. Madame Fenimore a-t-elle entendu plus? Sim secoua la tête. Elle n'est pas sûre. Écoute n'est pas tout à fait de sa nature. Molly Marple sourit faiblement. Bien sûr que non. Pourtant, Madame Fenimore a une excellente audition pour une femme de son âge. Il est connu pour surprendre les gens. Sim avait l'air légèrement perplexe. Molly Marple a posé sa tasse. Constable, vous souvenez-vous si le colonel Grayson a gardé des bâtiments de rangement ou de plein air? Un hangar de jardinier? Une maison de rempotage? Il y a une aire d'outils à l'arrière, par le verger, a déclaré Sim. Very well. Mais la clé a disparu depuis la fête. Pourriez-vous m'escorter terriblement cet après-midi? Il cligna des yeux. Vous pensez que le testament pourrait être dans une orientation? Mademoiselle Marple a lancé son look le plus innocent. Il ne faut pas laisser de pierre non retournée. La pluie avait diminué en fin d'après-midi, et le verger derrière Grayson House sentait l'herbe mouillée et les pommes pourries. Le plateau d'outils s'est assis niché entre deux taches envahies par la végétation, à moitié verrouillé par Ivy. Sim a produit un pied de biche du panier de vélo du constable avec un haussement d'épaule penaud. Essayez les vieilles clés du colonel, aucun ne fonctionnait. Donc, avec un snow de cris et un claquement réticent,
Le cadenas rouillé a cédé. À l'intérieur, le hangar était une affaire exiguë et encombrée, des râteaux de Garden, des sacs de terre vides, plusieurs boîtes d'huile et un certain nombre de pots de confiture remplis de vis et de clous mystérieux. Mademoiselle Marple a déménagé attentivement, passant ses doigts le long de l'établi recouvert de poussière. « Que cherchons-nous exactement ?» demanda Sim, regardant une brouette broyée. « Quelque chose facilement négligé, » a répondu Mademoiselle Marple. « Quelque chose qui ne semble que sans importance. » Ses yeux reposaient sur un coffre battu sous une bâche mangeuse de papillons. Elle leva la couverture avec les deux mains. À l'intérieur se trouvaient des gants de jardinage, une buse de tuyaux cassés et un paquet de papier plié, scellé dans une enveloppe cireuse, âgée mais indubitablement étiquetée dans un stylo plume soigné. Elle Grayson, privé son souffle pris un instant. Sim se pencha. C'est? Nous verrons. Elle a fendu l'enveloppe avec sa villette. À l'intérieur se trouvaient plusieurs éléments. Une lettre manuscrite adressée à Mademoiselle Emily Brent. Un relevé bancaire, un certificat de naissance, et enfin, un document plié marqué « Dernier testament et testament ». Mademoiselle Marple l'a examiné de près. Le sceau était ininterrompu, a confirmé la date. C'était, indubitablement, le Nouveau Testament. Elle a transmis le document à Sim, dont les yeux s'écarquillèrent en lisant. Elle obtient tout. La maison, les comptes, la terre. Molly Marple acquiesca, comme le colonel le voulait. Il semble qu'il ait placé l'original dans un endroit très sans droit, mais peut-être qu'il craignait que le bureau de l'avocat ne soit plus en sécurité. Et il avait raison. Pensez-vous qu'il soupçonnait que quelqu'un interfère? Je pense qu'il savait que quelqu'un avait des motifs. Dans le salon de Grayson House, Mademoiselle Marple s'est assise avec Emily Brent, le feu brûlant doucement derrière eux. « Cette lettre, » a déclaré Mademoiselle Marple, remettant la page pliée, « est pour vous. » Emily l'ouvrit avec des mains serrées. Elle a lu en silence. Ses lèvres se déplaçaient une fois, oncle, et ses yeux se remplissaient. Il dit qu'il savait que quelqu'un essaierait de le prendre, a-t-elle chuchoté. Que je dois faire confiance à ce que je sais être vrai. Mademoiselle Marple lui tapota la main. Nous allons le faire être témoin et remis aux autorités appropriées. Souvent, pour l'instant. Émilie cligna des yeux. Mais que se passe-t-il ensuite? Ensuite, dit doucement Mademoiselle Marple. C'était Madame Fenimore qui semblait agitée. Mademoiselle Marple, Monsieur Val est parti. C'est parti? Est parti il y a 1 heure. A dit qu'il serait de retour. Mais il a pris un valise et un imperméable. Mademoiselle Marple a échangé un coup d'œil avec Émilie. Eh bien, dit-elle, se levant, il semble que les rats commencent à sentir la violation de la coque. De retour à son chalet, Mademoiselle Marple a allumé la lampe à côté de sa chaise et est retournée à son cahier. Elle s'est tournée vers une nouvelle page. Close à ce jour. Confirmé par l'avocat, témoin par Émilie, copie délibérément supprimée, motive, Julien, déshérité, Val, promesse trahie, Linton, accès, disparition, emplacement surdeviné par l'enfant, réactions émotionnelles, Julien en colère, Linton évasif, Val persuasive, elle a souligné le mot émotionnel. Ensuite, dans un script soigné, elle a ajouté, étape suivante, confrontement et regardant les coutures déchirures. Quelqu'un se déshabille. À l'extérieur, la bruine se tourna à nouveau vers une pluie régulière. Mais Mademoiselle Marple savait que la vraie tempête commençait à peine. Grayson House S.E. sentait change. Pas vers l'extérieur, ses murs en pierre et ses fenêtres au plomb sont restés incessants, mais dans la façon dont il a respiré. L'immobilité à l'intérieur était tendue, comme si l'air même avait commencé à écouter. Les conversations étaient plus courtes, les pas plus lents et les regards entre les résidents persistaient une demi-seconde de trop. Mademoiselle Marple a reconnu les signes. La culpabilité traquait les couloirs. Elle est revenue 2 jours après la découverte dans la plateforme d'outils, ostensiblement pour livrer un pot de gelée de coin et vérifier Émilie. Mais elle était venue pour autre chose. Observer le démêlage. «
Julian Grayson l'a rencontré dans le hall front, son sourire aussi poli que jamais. « Mademoiselle Marple, dit-il, prenant sa main, j'espère qu'Émilie ne vous a pas traîné dans ce mélodrame. »« Oh, mon cher moi, non, répondit-elle doucement. Mais on aime garder un œil sur les jeunes. Si facilement dépassés, ne pensez-vous pas? En effet, il a ajusté ses boutons de manchette. Bien que je dois l'admettre, l'atmosphère est devenue fatigante. Toutes ces affaires sur les testaments perdus et les hangars suspects, c'est plus l'étoffe des romans que la réalité. N'est-ce pas? A-t-elle dit, déballant la gelée. Et pourtant, dans les romans, le coupable est toujours très confiant, jusqu'à la fin. Le sourire de Julian n'a pas atteint ses yeux. Ils ont emménagé dans la salle du matin, où Émilie écrivait dans un petit bureau, son visage pâle mais déterminé. Elle a salué mademoiselle Marple avec un signe de tête et a offert du thé, ce que Julian a refusé, affirmant qu'il avait la correspondance à laquelle s'occuper. Il a disparu un instant plus tard, laissant une faible trace de Cologne et de tension. Mademoiselle Marple a attendu que ses pas se retirent. « Comment se sont passés, ma chère ?» Émilie posa son stylo. « Tender. Julian me parle à peine maintenant. J'ai verrouillé la lettre et la volonté avec Monsieur Hargreaves. Il dit que nous le déposerons officiellement une fois que l'audience d'homologation sera prévue. Très sage. Et les autres? Crispin ne sera pas revenu. Et Alec? Eh bien, personne ne semble savoir où il est. Je crois que Monsieur Linton essaie de disparaître. Mademoiselle Marple a dit son thé. La question 1. De quoi? Émilie a posé un soupir fatigué. Je suppose que nous le saurons à temps. Oh, je m'attends à ce que cela soit plus tôt. Le même après-midi, Mademoiselle Marple a rendu visite au Green Lion, où Madame Lestrange et le Major Penaligon étaient profondément dans la conversation à la cabine de fenêtre, se rapprochant conspiratrice des tasses à vapeur. « Ah, Mademoiselle Marple » cria la majeure en la faisant signe. « Juste la femme que nous espérions voir. » Madame Lestrange hocha gravement. « Nous avons eu des nouvelles, vous voyez. De Londres. » Oh! Elle se pencha en avant. « Un cousin de mine travaille dans des antiquités. Très respectable. Elle m'a appelé ce matin pour dire qu'Alec Linton a essayé de vendre des artefacts indiens assez discutables. De petites pièces, pas facilement tracées. Mais le nom Grayson est venu. Me Marple a haussé un sourcil. Vraiment? M.M.H.M. Il prétendait les avoir hérités. Mais mon cousin a dit que l'histoire ne s'était pas contentée. Surtout après avoir mentionné le nom de Lionel Grayson. Penhaligon Grogna. Le colonel avait l'habitude de se vanter de sa collection. Certaines des pièces étaient des cadeaux de princes locaux. Jamais mentionné les transmettre à ce scélérat. Supposez-vous, M. Linton les aurait peut-être pris sans permission, demanda Miss Marple. Plus probablement sans le savoir, marmonna Penaligon. Le colonel ne faisait pas vraiment confiance aux Londoniens aux mains douces. Miss Marple tapota doucement sa cuillère à café contre sa soucoupe. « Étage Mval » renifla Madame Lestrange. Absolument charmante. Mais c'était un peu trop lisse. Il rendait visite au colonel de temps en temps, sans que personne ne sache pourquoi. Il disait toujours qu'il faisait des recherches. Sur quoi? Oh, l'héritage colonial, les échanges culturels, quelque chose de tendance et de vague. Miss Marple sourit poliment, mais son esprit s'agitait vivement. Elle rentra chez elle peu après et nota une nouvelle entrée dans son carnet. Linton, artefact, vol possible Val, charme, mobile obscur Julien. Déshéritée, mais posée la pression monte. Les secrets refont surface, elle posa le carnet et joignit les mains. Il était temps de laisser la casserole bouillir. Le lendemain, elle invita Émilie à prendre le thé dans son cottage, et après 2 tasses et un scone beurré, demanda doucement. « Dites-moi, ma chère, a-t-on jamais parlé de chantage ?» Émilie parut surprise. « Du chantage? Mon Dieu, non. Le colonel Grayson était un homme d'expérience. Et l'expérience, en particulier militaire et coloniale, entraîne souvent des complications. » Émilie fronça les sourcils.
Eh bien, il était toujours discret sur l'Inde. Je me souviens qu'une fois, il a brûlé une boîte entière de lettres, disant qu'il valait mieux laisser certains souvenirs de côté. A-t-il jamais parlé de regrets? Parfois, surtout après avoir bu. Il a mentionné une fois une certaine Anita. Il a dit qu'il aurait dû la traiter correctement. Anita, repeated Dowsman, Miss Marple. Intéressant. Emily Sepencha. Tu crois que quelqu'un a utilisé ça contre lui? C'est possible. Les secrets sont monnaie courante. Et dans un petit endroit comme celui-ci, il y a toujours quelqu'un qui cherche à dépenser. Ce soir-là, Miss Marple retourna à Grayson House. Elle demanda à voir Julien et on lui montra le bureau, où il s'assit, un verre de whisky à la main, l'air fatigué. « Je dois admettre, Miss Marple, dit-il sans se lever, que vous êtes devenue un élément incontournable de ce petit drame. » Elle sourit, un peu comme une bonne lampe, discrètement utile. « Que veux-tu » Elle s'assit en face de lui. « Savoir ce que tu caches. Ou plus précisément, pourquoi tu le caches. » Il rit amèrement. « Tu crois que j'ai quelque chose à voir avec la mort de mon oncle? Je n'étais même pas là. J'étais à Londres. On vous a vu vous disputer avec lui, 2 jours avant sa mort. » Sa mâchoire se crispa. « Et vous avez fouillé cette maison de fond en comble les jours suivants, à la recherche de quelque chose. Le testament, les lettres, les objets. » Les doigts de Julien se crispèrent autour de son verre. « Il m'a tout promis. » Puis il a changé d'avis pour une fille qui lui faisait des sablés. Émilie était plus qu'une compagne. Elle était sa conscience. Et peut-être voulait-il réparer une injustice. La voix de Julien s'éleva. « Savez-vous ce que c'est que de voir son héritage disparaître? D'être rejeté après des années de dévouement? » Miss Marple pencha la tête. « Mais étiez-vous dévoué? Ou simplement dans l'expectative? » Il s'éleva brusquement. « Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Je pense qu'il est temps que vous partiez. » Elle se leva, calme comme toujours. « Bien sûr. Mais rappelez-vous, Monsieur Grayson, l'héritage n'est pas toujours une question d'argent. Parfois, c'est une question de culpabilité. » La confrontation ne lui apporta pas la preuve dont elle avait besoin, mais elle lui apporta quelque chose de presque aussi utile, une réaction, une rage sans filtre, un ego meurtri. De retour chez elle, elle écrivit une lettre à l'inspecteur Cray, au siège du comté. Elle demandait une enquête discrète sur les antécédents de Crispin Val et d'Alec Linton, rien d'officiel, juste assez pour éclaircir les choses. La réponse arriva 2 jours plus tard, délivrée par un agent discret. Linton avait été inculpé mais non condamné de contrebande d'œuvres d'art. Les charges avaient été abandonnées faute de preuves. Crispin Val avait participé à plusieurs voyages de recherche qui coïncidaient fortuitement avec des vols dans des collections privées. Là encore, jamais inculpé. Mais le schéma était là. Elle plia la lettre et se servit une nouvelle tasse de thé. La toile se resserrait. Mais un dernier rebondissement, soupçonnait-elle, était encore à venir. Quelqu'un avait tiré une ficelle trop fort. Et quelque chose ou quelqu'un était sur le point de se briser. Le matin se leva net et clair, comme si la pluie des derniers jours avait nettoyé le village. Mais même l'air vif et la lumière du soleil ne parvenaient pas à percer le malaise grandissant qui s'accrochait désormais à Saint-Martin-es-Mide comme du lierre sur le mur d'une église. Miss Marple, qui ne restait jamais inactive, même par temps agités, venait de s'installer dans son fauteuil de jardin avec un modeste tambour à broder lorsqu'on frappa à la porte. C'était urgent, 2 coups secs, suivis d'un coup hésitant. Elle ouvrit la porte et trouva Emily Brent, essoufflée et pâle, les yeux écarquillés par une pointe de panique. « C'est Crispin, » dit-elle. « Il est de retour. » « De retour. » Miss Marple la guida doucement vers le salon. « Quand est-il rentré? »« Hier soir. Très tard. Madame Fenimore a dit avoir entendu la porte d'entrée grincer vers 1 heure. Et ce matin, je l'ai trouvé dans le bureau. Il était différent. » Miss Marple croisa les mains. « Comment ça? Calme. Nerveux. » Il me demanda si j'avais reparlé au notaire. Quand je répondis oui, il rit, puis me demanda si le Nouveau Testament avait été enregistré.
Et l'a-t-elle fait? Pas officiellement. M. Hargreaves a dit qu'il la déposerait cette semaine, mais la procédure d'homologation a pris du retard. Miss Marple fronça légèrement les sourcils. Il y a autre chose, ajouta Emily en sortant quelque chose de sa poche. J'ai trouvé ça dans la poubelle derrière le bureau. C'était une enveloppe à moitié brûlée, les bords roussis et recourbés vers l'intérieur. Le cachet de cire avait fondu en une tache cramoisie foncée. Seuls quelques mots de la lettre intérieure restaient lisibles, mais ils suffirent à couper le souffle à Miss Marple. Je ne fais plus confiance à Linton, il a dit qu'il avait pris plus que promis. Val insiste sur le silence, ils en savent trop sur l'Inde. Miss Marple lut le fragment 2 fois. Je pense que c'était un brouillon, murmura Emily. Une lettre que l'oncle Lionel n'a jamais envoyée. Mais quelqu'un a essayé de la détruire après sa mort. Miss Marple hocha lentement la tête. Et maintenant, Val est de retour. Juste à temps pour confirmer si le Nouveau Testament a été légalisé. Emily s'est mordite la lèvre. Vous pensez qu'il a l'intention de faire quelque chose? Je pense, dit doucement Miss Marple, qu'il l'a déjà fait. Miss Marple rendit visite à l'inspecteur Cray plus tard dans la matinée, la lettre à moitié brûlée soigneusement glissée dans son sac à main. Cray, un homme bourru mais intelligent d'âge moyen, l'a reçue avec un respect prudent. Il avait déjà eu affaire à elle, 2 fois, en fait, et avait depuis appris à ne jamais rejeter une suggestion aimable du plus modeste des détectives de Saint-Marie-Mead. Cette lettre, dit-il en lisant les restes calcinés à la loupe. Où a-t-elle été trouvée exactement? Dans la poubelle à côté du bureau du colonel Grayson. Emily l'a trouvée. Il leva les yeux. Et votre théorie? Qu'il ne s'agit pas seulement d'héritage. Je crois que la mort du colonel Grayson a été, à tout le moins, accélérée par la peur. Peut-être même manipulée. Cray plissa les yeux. Vous croyez qu'il a été assassiné? Miss Marple haussa délicatement les épaules. Je crois qu'il savait que quelque chose allait arriver. Et quelqu'un a pris soin de détruire tout ce qu'il savait ou avait écrit avant de pouvoir le partager. Cray tapota la lettre avec un stylo. Vous pensez à Val ou à Linton? Miss Marple sautait sans regard. Les deux. Mais pas autant. L'un est intelligent et calculateur. L'autre impulsif, cupide. Ce qui m'inquiète, c'est que Val soit revenu pour terminer ce que Linton a raté. L'inspecteur se renfonça dans son fauteuil. Je vais parler au coroner. Voir si des éléments toxicologiques ont été négligés. Mais il me faudra plus que ça pour rouvrir officiellement l'affaire. Vous l'aurez peut-être très bientôt, dit Miss Marple. Ce soir-là, Emily invita Miss Marple à dîner à Grayson House. Ce fut un dîner tranquille, juste tous les deux, Madame Fenimore servant de la soupe et du poulet rôti dans une salle à manger qui semblait encore résonner de l'absence du colonel. Crispin Val apparut au milieu du repas, entrant avec une grâce désinvolte, une bouteille de vin à la main. « Mes excuses, dit-il en souriant, j'étais au village pour me renseigner. Je pensais pouvoir apporter quelque chose à la table. » Emily s'éraillait. « Nous avons déjà mangé. »« Peu importe, dit-il d'une voix douce. Je vais nous servir un verre à tous, d'accord. » Miss Marple le regarda déboucher le vin et remplir chaque verre avec une aisance experte. Il versa le sien, puis leva le sien avec un sourire. À la paix. Et à la suite. Emily toucha son verre du sien à contre-cœur. Miss Marple leva le sien, mais ne but pas. Aimez-vous le vin, monsieur Val? Demanda-t-elle sur le ton de la conversation. Tout à fait. J'ai toujours pensé qu'on pouvait en dire long sur un homme à la façon dont il traite sa bouteille. Ceux qui versent avec soin ont souvent quelque chose à cacher. Crispin Rhett. Une idée romantique. Peut-être. Mais juste, d'après mon expérience. Alors que le repas touchait à sa fin, il s'excusa, prétextant avoir quelques lettres à écrire. Une fois parti, Miss Marple posa son verre intact. Ne le bois pas, dit-elle doucement à Emily. Juste pour ce soir. Emily hocha la tête. Le lendemain apporta l'inattendu. Un appel de l'inspecteur Cray arriva avant le petit déjeuner. Il y a eu un cambriolage, dit-il laconiquement.
chez Hargreaves et Bellamy. Quelqu'un a fouillé leur dossier hier soir. La voix de Miss Marple était très calme. A-t-on volé quelque chose? Nous ne le savons pas encore. Mais Hargreaves est sûr que quelqu'un cherchait le testament des Grayson. Alors, il faut agir vite, dit-elle, avant qu'il ne réessaie. Cet après-midi-là, l'agent Sim annonça qu'Alec Linton avait été arrêté à Londres. Il avait tenté de monter à bord d'un train à destination de Douvres sous le nom de James Altham et avait été retrouvé en possession de 3 petites sculptures en jade correspondant aux descriptions d'objets de la collection volée du colonel Grayson. La nouvelle se répandit rapidement. Le soir, le Green Lion était rempli de murmures et de déclarations béates du genre « Je vous l'avais bien dit ». Mais Miss Marple n'était pas satisfaite. Linton était cupide. Il avait volé. Il avait tenté de s'enfuir. Mais ce n'était pas lui qui était à l'origine du testament mal classé ou de la destruction de la lettre du colonel. Ce fil, elle le savait, reposait toujours entre les mains de l'homme charmant et à la langue bien pendue qui sirotait encore du vin à Grayson House. Ce soir-là, sous prétexte de rendre un châle emprunté, Miss Marple visita à nouveau la maison. Crispin Val était dans le salon, assis près du feu avec un livre. « J'espère que je ne vous dérange pas. » dit-elle. « Pas du tout. Entrez, asseyez-vous. »« Je me disais juste, » dit-elle en s'installant, « comme il est étrange que le colonel ne vous ait jamais mentionné dans son testament. » Il haussa un sourcil. Aurait-il dû? Vous étiez proche, n'est-ce pas? Un filleul. Un visiteur fréquent. Il vous faisait confiance. Crispin haussa les épaules. Peut-être qu'il ne me faisait pas autant confiance que vous le pensez. Miss Marple se pencha légèrement. Ou peut-être l'a-t-il fait. Et il vous a confié quelque chose. Un secret. Une lettre. Une confession. Quelque chose qui est mort avec lui. Il y eut un battement. Une lueur dans le visage de Crispin. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, dit-il d'un ton neutre. Je crois que oui. Je crois que le colonel vous a confié quelque chose. Peut-être même a-t-il demandé de l'aide. Et quand il a modifié son testament, vous avez réalisé que votre place dans l'histoire avait changé. Il se leva lentement, posant son livre. Tout cela est très spéculatif, Miss Marple. Bien sûr. Mais parfois, la spéculation suffit à faire éclater la vérité. Sa mâchoire se serra. Elle sourit doucement. Monsieur Val, avez-vous tué le colonel? Silence. Puis un petit rire. Faible, amer. Je n'étais pas obligé. Il était déjà en train de mourir. D'une insuffisance hépatique, probablement. Mais oui, il me l'a dit. Pour Anita. Pour India. Pour ce qu'il a fait. Il a dit qu'il allait tout écrire. Elle a dit qu'Emily méritait la vérité. Un nouveau départ. Et ça vous a effrayé. Il la regarda alors, vraiment. Le masque avait glissé, juste un peu. Ce n'était pas la vérité qui m'effrayait, dit-il. C'était d'être abandonné. Encore une fois. Il se retourna, marcha vers le feu et le fixa. Je ne l'ai jamais touché, dit-il. Mais j'ai lu la lettre. Je savais ce qu'elle signifiait. Alors je l'ai brûlée. Et le testament, quand je pensais que personne ne regardait. Mais vous en avez manqué un, dit Miss Marple. Celui caché dans la cabane à outils. Il rit de nouveau, brièvement, sèchement. Bien sûr que oui. Il a toujours aimé ses secrets. Miss Marple s'est livrée. Merci, Monsieur Val. Je crois que ce sera tout. Dehors, la nuit était calme et sans lune. Mais dans le carnet de Miss Marple, la page suivante était déjà marquée. Demain, le dernier geste serait posé. Et la vérité, qui n'était plus murmurée, parlerait à haute voix. Le lendemain matin, l'ambiance à Saint-Martin-Esmide était électrique, comme le calme pesant et grésillant avant un orage. Le village était en effervescence depuis l'annonce de l'arrestation d'Alec Linton, mais plus encore après que des rumeurs eurent circulé selon lesquelles le testament disparu, le vrai, avait été retrouvé. Bien qu'aucun nom ne fût mentionné publiquement, chacun savait qui était derrière tout cela. Miss Marple, marmonna M. Willey chez l'épicier en secouant la tête avec admiration. Cette femme est comme une aiguille dans une botte de foin. Mais dans son cottage de Church Lane,
Enveloppée de lierre, Miss Marple ne songeait pas à la gloire. En réalité, elle rédigeait soigneusement un court mot sur un épais papier crème, d'une écriture régulière et sans hâte. Elle le signa, le plia et le scella dans une enveloppe simple, sans nom. Puis, avec un sourire doux, presque mélancolique, elle le glissa dans une enveloppe plus grande adressée à Emily Brent. Ce n'était pas, à proprement parler, une lettre pour Emily. C'était un appât. En fin d'après-midi, Miss Marple était assise dans le petit salon de Grayson House, sirotant son thé près de la fenêtre tandis qu'un parfum d'eau de rose s'échappait des portes-fenêtres ouvertes du jardin. Le temps était redevenu inhabituellement doux, mais cela ne contribua guère à apaiser la tension qui régnait encore dans la maison. Émilie entra discrètement, l'enveloppe scellée à la main. « C'est arrivé juste après le déjeuner, dit-elle en la posant sur la table. Posté en ville. Sans adresse de retour. Ouvre-le, ma chère, dit aimablement Miss Marple. La curiosité est bien plus néfaste lorsqu'elle n'est pas satisfaite. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier. Dactylographie. On pouvait y lire « Je sais ce que votre tuteur a fait en Inde. Si vous voulez que la vérité soit cachée, taisez-vous. Tout dans le testament n'est pas comme vous le pensez. Réfléchissez à votre situation avant qu'on vous le retire. Emily Pallet. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a envoyé ça? » Miss Marple tendit la main vers le mot. Cela signifie que quelqu'un est désespéré et qu'il veut que vous remettiez en question le testament. Peut-être même que vous retiriez votre demande. Mais je ne? Bien sûr que non. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est que la personne qui a envoyé ça croit pouvoir vous manipuler. Miss Marple rangea le mot dans son sac à main et se leva. Nous devrons inviter toutes les parties restantes à prendre le thé demain. Pas formellement. Nonchalant. Dites que c'est un geste de réconciliation avant que l'avocat ne dépose les documents définitifs. Émilie fronça les sourcils. Pourquoi? Parce que, ma chère, dit Miss Marple, il faut appuyer doucement sur la bonne couture et voir où le tissu se déchire. Le lendemain, le salon de Grayson House était dressé pour le thé. Un service en argent, des tasses en porcelaine dépareillée et un plateau de gâteaux aux graines créaient une illusion de gentillesse. Mais sous le tintement des cuillères et le bruissement des serviettes se cachait quelque chose de bien plus tranchant. Julian Grayson arriva le premier, aussi calme et assuré que toujours, bien que sa mâchoire fût plus serrée que d'habitude. Crispin Val le suivit, son charme habituel dissimulé sous un masque de politesse. Émilie joua l'hôtesse avec une détermination tranquille, bien que ses yeux se posèrent souvent sur Miss Marple. La conversation commença sans faire de mal. « Le temps a changé, n'est-ce pas? » dit Julien. « Oui, » dit Miss Marple d'une voix douce. « Les orages éclairent souvent l'air. »« Et quelle tempête ça a été » murmura Crispin. « Toute cette histoire de testament et de legs. Toute une saga villageoise. » « Vous semblez exceptionnellement bien informé pour quelqu'un qui n'est revenu que récemment, » dit Miss Marple sans le regarder. Crispin sourit. « Je reste en contact. » Julien, qui sirotait son thé, prit la parole soudainement. « Cette lettre qu'Émilie a reçue. La police est-elle intervenue? » « Pas encore, » répondit Miss Marple. « Mais elle le sera. J'ai demandé à l'inspecteur Cray de nous rejoindre prochainement. Juste pour clarifier quelques points. » Il y eut un silence. « Vous vous attendez à ce qu'il se passe quelque chose? » demanda Julien. « Oh, » dit Miss Marple d'un ton enjoué, « il s'est déjà passé quelque chose. » Elle fouilla dans son sac à main et posa la lettre dactylographiée sur la table, entre les tasses. « Émilie n'a pas reçu ceci, dit-elle. « Pas vraiment. Je l'ai posté moi-même. Je l'ai dactylographié aussi. » Crispin s'éraillait. « Je me doutais que quelqu'un pourrait paniquer, poursuivit-elle. Pourrait essayer de manipuler Émilie pour qu'elle renonce à ses droits légitimes sur la succession. » La voix de Julien s'aiguisa. « Et si elle l'avait reçu? Alors la vraie coupable aurait gagné. Mais elle ne l'a pas fait. Ce qui signifie que nous avons une réaction très utile. » Elle se tourna vers Crispin. « Reconnaissez-vous ce papier, Monsieur Val? » Il cligna des yeux.
puis esquissa un léger sourire. Je ne suis pas sûr de ce que vous insinuez. Oh, seulement que ce papier à lettres est assez rare. Vendu exclusivement chez Derry et Blin à Londres. Ils tiennent un registre des gros acheteurs. Crispin ne dit rien. J'ai déjà envoyé un message pour confirmer un nom. Mais je crois qu'ils diront qu'un certain monsieur Séval a commandé une boîte il y a moins de 3 semaines. Émilie le fixa du regard. Vous avez envoyé la lettre. Crispin jeta un coup d'œil autour de lui, puis haussa légèrement les épaules. C'était juste un avertissement. Je n'ai jamais voulu vous effrayer. La voix de Miss Marple était douce. Mais vous l'avez fait. Et pas seulement elle. Vous avez effrayé le colonel aussi. N'est-ce pas? Julian se leva brusquement. Vous n'avez aucune preuve de tout cela. Miss Marple tourna les yeux vers lui. Je pense que vous étiez en colère, monsieur Grayson. Furieux, même. Mais vous n'avez pas envoyé cette lettre. Vous êtes trop fier pour quelque chose d'aussi indirect. Non, c'est M. Val qui travaille dans l'ombre. Le sourire de Crispin devint amer. Et si je l'avais fait, quelle importance maintenant? C'est important, car la mort du colonel n'était peut-être pas naturelle, dit doucement Miss Marple. Silence. Julien fronça les sourcils. C'est absurde. Il était vieux. Il buvait. Oui, acquiesça Miss Marple. Mais il prenait aussi régulièrement de la valériane pour ses nerfs. Un sédatif. Pas dangereux, sauf mélangé. La voix d'Émilie était à peine un murmure. Avec de l'alcool? Miss Marple hocha la tête. Autre chose. La police va réexaminer la bouteille de cognac trouvée à côté de lui. Juste pour être sûr. Crispin pâlit, mais sa voix resta posée. Vous ne pouvez rien prouver. Peut-être pas. Mais vous venez de nous donner une raison d'essayer. Et cela pourrait suffire. À ce moment-là, l'inspecteur Cray entra dans la pièce. Son regard parcourut le groupe, puis se posa sur la lettre dactylographiée. « Je crois que nous sommes arrivés à un moment crucial, » dit-il sèchement. Miss Marple se leva. « Je pense, » dit-elle doucement, « qu'il est temps que M. Val soit invité à partager tout ce qu'il sait, avant que quelqu'un d'autre ne tente de s'enfuir. » Crispin les regarda l'un après l'autre, le masque finissant par tomber. Il ne dit rien, mais Miss Marple savait. Elle avait déjà vu cette expression plus d'une fois. C'était le regard d'un homme qui réalisait que le dernier fil de son mensonge soigneusement tissé venait d'être défait. Ce soir-là, alors que la dernière lumière disparaissait derrière les collines, Miss Marple rentra chez elle sous le parfum des roses humides et de la terre chaude. Il restait encore des pièces à assembler, des motifs à clarifier et des vérités ultimes à dévoiler. Mais l'épreuve était passée. Le coupable s'était révélé. Et maintenant, il ne restait plus qu'à révéler. Un silence s'était abattu sur Grayson House dans les jours qui avaient suivi le thé soigneusement orchestré par Miss Marple. Crispin Val n'arpentait plus les couloirs avec l'aisance assurée d'un invité bienvenu. Il restait désormais dans sa chambre, n'en sortant qu'à des heures indues. Julien, quant à lui, était souvent absent, rendant visite au notaire de la famille, prétendait-il, bien que personne ne le croie. Émilie évoluait dans la maison avec une dignité tranquille qui trahissait son épuisement. Et Miss Marple, péchinde. Et, toujours aussi observateur, il attendait. Le coup de grâce n'était pas encore tombé, mais la toile était presque terminée. Le jeudi suivant au matin, l'inspecteur Cray arriva à Saint-Martin-Esmide avec une nouvelle qui, sans choquer Miss Marple, allait tout de même secouer le village. La toxicologie l'a confirmé, dit-il, assis en face d'elle dans le salon de sa jolie maison. L'eau-de-vie trouvée près du corps du colonel Grayson contenait des traces de barbiturique, suffisamment pour provoquer une réaction fatale en combinaison avec sa dose habituelle de valériane. Miss Marple hocha la tête. Alors, on peut maintenant appeler ça comme ça. Cray jeta un coup d'œil à son carnet. Meurtre? Il leva les yeux. Mais lequel des deux? Miss Marple, Val et Linton avaient tous deux des mobiles. Linton a été surpris en train de vendre des objets volés, et Val. Eh bien, il est intelligent, secret, manipulateur. Mais nous n'avons aucune preuve directe.
Miss Marple sourit faiblement. Les preuves ne se résument pas toujours aux empreintes digitales, inspecteur. On les trouve dans le comportement des hommes. Ce qu'ils craignent, ce qu'ils ignorent, et ce qu'ils ne peuvent s'empêcher de contrôler. Cray se pencha en avant. Alors, vous le savez? Moi, je le sais. Elle joignit doucement les mains sur ses genoux. Et si nous agissons maintenant, je crois que nous pourrons faire éclater la vérité. Cet après-midi-là, sur la suggestion de Miss Marple, l'inspectrice Cray demanda une réunion à Grayson House. Le salon était de nouveau prêt. Pas de thé cette fois, juste quelques chaises et un unique dossier posé sur la cheminée. Émilie était assise à l'écart, pâle mais calme. Julien se tenait raide près de la cheminée, les bras croisés, l'air défensif. Crispin entra le dernier, calme et réfléchi, adressant un signe de tête à l'inspecteur et un regard prudemment neutre à Miss Marple. Cray ne perdit pas de temps. Nous rouvrons l'enquête sur la mort du colonel Lionel Grayson. De nouvelles preuves médico-légales suggèrent un empoisonnement délibéré. Le silence retomba dans la salle. Julien poussa un profond soupir. « Vous pensez que l'un de nous l'a assassiné? »« Nous pensons. » dit Cray, que des barbituriques ont été introduits dans son brandy. Administrés sciemment ou par manipulation, cela reste à déterminer. Miss Marple s'éclaircit doucement la gorge. « Si vous me le permettez, inspecteur. » Cray hocha la tête. Elle se leva, la voix toujours aussi douce. « Nous savons que le colonel avait récemment modifié son testament, désignant Miss Emily Brent comme son unique héritière. Cela seul constitue un mobile. Monsieur Grayson, vous étiez censé hériter de tout avant ce changement. » Julien ne dit rien. Nous savons aussi que Monsieur Alec Linton se servait déjà d'objets dans la collection privée du colonel. Probablement à la connaissance du colonel au début, mais peut-être ensuite sans sa permission. Prouvé, ajouta Cray en brandissant un dossier. Linton a avoué à Londres. Il a dit qu'il pensait que le colonel ne les regretterait jamais. Crispin Val lui a présenté cette opportunité. L'amtoira de Crispin s'aserra. Ce n'est pas vrai. Non, demanda gentiment Miss Marple. Alors rappelons-nous la nuit de la fête. Le colonel avait parlé à Émilie la veille, lui promettant que tout était réglé. Quelques heures plus tard, il était mort. Et la seule copie du Nouveau Testament, soigneusement placée dans le bureau, avait disparu. Elle tourna son regard vers Crispin. « Vous êtes arrivé ce matin-là de Londres, n'est-ce pas? Plus tôt que prévu. Sans prévenir. » Il hocha lentement la tête. « J'arrivais souvent comme ça. » Lionel aimait les surprises. « Et vous êtes resté ici, dans la maison? » « Bien sûr. » Miss Marple fit un geste délicat. « Alors vous aviez accès au bureau, au tiroir, au bureau, au coyac. » Crispin haussa les épaules. Julien aussi. Émilie aussi. Madame Fenimore aussi. Mais une seule personne avait une raison de cacher le testament et de s'assurer que le colonel n'ait jamais l'occasion de l'éclaircir davantage. Credit. Nous avons trouvé un deuxième exemplaire du composé barbiturique dans le flacon de somnifère dans vos bagages, Monsieur Val, caché dans une fiole à double fond. Crispin eut un rire bref et sec. « Vous me croyez vraiment aussi négligent? » « Non, » dit doucement Miss Marple. « Vous n'êtes pas négligent, mais vous êtes vaniteux. Et comme beaucoup d'hommes intelligents, vous avez sous-estimé la mémoire d'une gouvernante et le courage d'une jeune femme. » Elle se tourna vers Émilie, qui hocha la tête. « Je l'ai vu, » dit-elle, « la veille de la fête. Il était dans le bureau après que tout le monde soit couché. Il était debout à son bureau. Je pensais qu'il lisait simplement, mais le lendemain matin, oncle Lionel était mort et le tiroir avait été forcé. » Miss Marple se dirigea vers la cheminée et récupéra l'enveloppe posée sur le manteau. « Cette lettre, dit-elle, m'a été remise par Madame Fenimore. C'est une page déchirée du journal du colonel, glissée derrière un tiroir du placard. Elle mentionne Linton et Val, et un soupçon croissant de complot. » Cray ouvrit l'enveloppe et parcourut le contenu. Pourquoi n'a-t-elle pas évoqué cela plus tôt? Elle ignorait que c'était important. Hier encore,
Elle s'est souvenue que le colonel avait caché des choses derrière le tiroir quand des invités étaient venus. Julian était pâle. Alors Crispin l'a tué pour empêcher que le testament ne soit révélé. Non, dit Miss Marple en plissant les yeux. Crispin l'a tué pour empêcher que tout ne soit révélé. Le colonel écrivait des aveux à propos de quelque chose qu'il avait fait en Inde. Quelque chose impliquant une femme nommée Anita. Crispin Tresselett. Miss Marple poursuivit d'une voix très douce. C'était ta mère, n'est-ce pas? Il ne répondit pas. Il l'a abandonnée, dit Miss Marple. Et toi aussi. C'est pour ça qu'il a fait de toi son filleul. C'est pour ça qu'il t'a invité ici année après année. Il essayait, à sa manière maladroite, de te dédommager. Mais lorsqu'il a décidé de rendre des comptes publiquement, lorsqu'il a commencé à préparer une déclaration, quelque chose a changé. Tu n'as pas supporté que ça soit connu. Pas seulement l'histoire, mais la vérité, qu'il a choisi Émilie, pas toi. Au final, il a donné l'avenir à quelqu'un d'autre. La voix de Crispin se brisa comme du verre. Il ne lui devait rien. C'est moi qui gardais ses secrets. C'est moi qui le connaissais. Et c'est toi qui as veillé à ce qu'il ne leur parle jamais, dit Miss Marple. L'inspecteur Cress s'avança. Crispin Val, je te mets en état d'arrestation pour suspicion de meurtre, d'entrave à la justice et de tentative de coercition. Crispin se leva lentement, le regard vide. C'était censé être à moi. L'héritage, dit doucement Miss Marple, ce n'est pas ce qu'on prend. C'est ce qu'on laisse derrière soi. Tandis qu'on l'emmenait dehors, Émilie s'assit, les mains tremblantes. Il a vraiment fait. Tout ce temps, Miss Marple s'approcha d'elle et posa doucement une main sur la sienne. C'était un homme effrayé, dit-elle. Blessé par l'abandon, peut-être façonné par la déception. Mais les choix comptent, ma chère. Même ceux qu'on croit être obligé de faire. Émilie leva les yeux vers elle. Crois-tu qu'oncle Lionel voulait vraiment se confesser? Je le pense. Le dessin que tu as fait enfant, celui avec le compartiment secret, tu te souvenais de quelque chose que même toi tu ne comprenais pas à l'époque. Il cachait des choses, mais pas par cruauté, parce qu'il avait honte. Elle serra la main d'Émilie. Maintenant, cette honte a été mise en lumière. Et toi, ma chère, tu as retrouvé la liberté. La maison était silencieuse lorsque Miss Marple partit. Le vent agitait les arbres, et quelque part au loin, la cloche de l'église sonna si court. Justice avait été rendue, non pas avec fracas ni fureur, mais d'une main calme et décisive. Et Miss Marple, toujours observatrice, toujours douce, rentra chez elle dans la lumière déclinante du soir, sachant qu'il restait encore un dernier chapitre à écrire. Non pas pour les coupables, mais pour le village. Et pour ceux qui doivent maintenant apprendre à vivre avec la vérité. Le village de Saint-Martin-Esmide avait déjà connu des scandales, infidélités, détournements de fonds et un incident particulièrement regrettable impliquant une chèvre et les fonds baptismaux. Mais aucun n'avait jeté une ombre aussi durable que la mort du colonel Lionel Grayson. Qu'il ait fallu des semaines pour démêler la vérité était déjà assez troublant. Qu'elle se soit dévoilée si discrètement, sous leur nez, suffisait à plonger même les commères les plus tenaces dans un silence inhabituel. Et pourtant, comme toujours, le village commença à se remettre. Lentement. Incertitude. Pour la première fois depuis des années, Grayson House n'était plus en état de délabrement avancé. Le jardin était de nouveau entretenu, cette fois non pas par des ouvriers salariés, mais par Émilie elle-même, qui s'était mise à tailler les rosiers chaque matin avec une diligence que Miss Marple identifiait comme le travail silencieux de quelqu'un qui se reconstitue. Le Nouveau Testament avait été officiellement homologué. Emily Brent était désormais l'héritière légitime du domaine Grayson, et la nouvelle, bien que plus fraîche, continuait de faire jaser lorsque son nom était mentionné à la poste ou au comptoir du poisson chez Merton. Miss Marple, bien sûr, n'avait que faire des murmures. Elle était bien plus préoccupée par le dernier morceau de sa tapisserie, l'humanité, le genre de conséquences qu'aucun tribunal ni inspecteur ne pouvait résoudre. Une semaine après l'arrestation de Crispin Val, Émilie vint lui rendre visite, les bras chargés de dahlias de fin d'été et le regard un peu plus clair qu'avant.
Je me suis dit qu'il manquait peut-être quelque chose de gai sur votre manteau de cheminée, dit-elle en déposant les fleurs dans un vase sans attendre. Être demandé. Ils sont beaux, a déclaré mademoiselle Marple. Et assez inattendus. Tout comme toi. Emily Rudgett. Moi, je voulais vous remercier. Pas besoin, ma chère. Il y en a. Si vous ne m'aviez pas cru, si vous n'aviez pas vu ce que personne d'autre ne pouvait, mademoiselle Marple a touché sa main à la légère. Ce n'est pas toujours ce que l'on voit, Émilie. C'est ce que l'on sait. Et je connais beaucoup trop d'hommes intelligents qui cachent les choses à la vue. Émilie a fait un petit sourire triste. Je ne peux pas arrêter de penser à Crispin. Ce qu'il a dit, pourquoi il l'a fait. Personne ne devient ce qu'ils sont du jour au lendemain, a déclaré mademoiselle Marple. Blessa, lorsqu'il est laissé sans surveillance, peut se transformer en quelque chose de très cruel. Il s'est peut-être senti justifié, mais il a fait ses choix. Émilie s'est assise en face d'elle, le silencieux tâchant de l'horloge remplissant l'espace entre leurs mots. Pensez-vous que le colonel voulait vraiment se confesser? À propos de son passé? À propos d'Anita? Je le fais. Je pense qu'il avait vécu avec son silence assez longtemps. Et peut-être, à sa manière, il pensait que vous donner sa maison, son héritage, faisait partie de cette expiation. Les yeux d'Émilie s'adoucissaient. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était, étant choisi, être vu. C'est pourquoi Crispin ne pouvait pas le supporter, a déclaré mademoiselle Marple. Pour lui, le dernier acte du colonel était une trahison. Mais pour vous, c'était un acte de foi. Ils étaient silencieux un instant de plus. Puis Émilie a demandé, « Que lui arrivera-t-il » Crispin sera jugé, a déclaré mademoiselle Marple. Sa défense peut revendiquer une capacité diminuée ou qu'il a agi sans intention complète. Mais la preuve est ferme. Émilie hocha la tête. Et Julien a quitté le pays, a répondu mademoiselle Marple. Pour l'instant, certains disent que l'Espagne. J'imagine qu'il réapparaîtra quand c'est pratique. Les hommes comme Julien le font toujours. Émilie se leva pour aller, les dahlias éclaircissant le coin comme une finale et provocante. Elle fit une pause à la porte. Je ne sais pas ce que je vais faire de tout cela, la maison, la terre. C'est plus que j'ai jamais imaginé. Alors prenez votre temps, a déclaré mademoiselle Marple. Et plantez quelque chose, si vous n'êtes pas sûr. Un jardin aide toujours à trouver une perspective. Émilie a souri, et avec un adieu silencieux, elle est entrée dans la lumière d'après-midi d'or. Plus tard cette semaine, mademoiselle Marple a été invitée à un souper silencieux au vicarage. Le révérend Cotham était inhabituellement joyeux, et madame Cotham a servi la tarte à la perplexité avec une farine inhabituelle, clairement ravie de la femme dont le nom était encore en train de se faire parole. À votre succès, mademoiselle Marple. Le vicaire a grillé, levant son verre de sherry. Oui, mais il le trouve rarement avec une telle grâce, a déclaré madame Cotham. Mademoiselle Marple a souri et a refusé de commenter. Le lion vert était, bien sûr, revenu à ses habitudes habituelles. Bien que pendant des semaines, il avait bourdonné des théories chauffées, maintenant la conversation était plus grande à la longueur de la main-dit vraiment engagée, ou garder ses options ouvertes. Pourtant, quand mademoiselle Marple est entrée pour sa limonade habituelle un après-midi chaud, la pièce est allée à un toucher plus silencieux. Quelques têtes ont hoché la tête respectueusement. Même M. Willet derrière le bar a offert une copieuse bonne journée, mademoiselle Marple, avec quelque chose qui approchait de la révérence. Après quelque chose de moche, de sa surface pittoresque. Assis son cahier, enfin fermé, la dernière page maintenant remplie. Via des substances combinées, motifs. Dissimulation du passé, peur de l'exposition, ressentiment, auteur, Crispin Val, catalyseur, volonté révisée et confession intentionnelle, résolution, confession provoquée, la justice mise en mouvement, Emily Brent. Héritier légitime, émotionnellement résilient, nature humaine. Percé, reposez-vous dans le calme un instant. Tant de gens pensaient que la résolution d'un crime signifiait simplement attraper le tueur.
Mais mademoiselle Marple savait mieux. La véritable mesure d'un mystère n'était pas l'identité du meurtrier, mais la compréhension de la raison. L'attraction de la mémoire, la pression du passé et les vanités ordinaires qui ont conduit les gens à faire les choses les plus extraordinaires et les plus terribles. Et peut-être que, pensa-t-elle, alors qu'elle éteignait la lampe à côté d'elle, était la raison pour laquelle elle continuait à observer, à écouter, à remarquer le plus petit des races. Pas parce qu'elle a cherché un meurtre, mais parce que le meurtre, à sa manière terrible, a toujours cherché la vérité. Et la vérité, très tranquillement, a toujours répondu.